Bienvenue à bord, ici Spatio Vita, votre commandant spatial personnel. La question qui nous occupe est simple à poser et vertigineuse à explorer. Et si nous n'étions pas les premiers ? Pas les premiers dans la galaxie, non. Les premiers ici même, à quelques planètes de distance. On ne va pas quitter le système solaire, on reste chez nous, entre trois mondes rocheux qui auraient pu accueillir quelque chose. La Terre d'abord, puis Mars et Vénus, nos deux voisines les plus proches de l'habitabilité. Pour chacun, on fera la même chose. On écoute les arguments pour, puis les arguments contre, et on tranche avec ce que la science sait vraiment aujourd'hui. Toutes les sources sont en description. Installez-vous confortablement, on ouvre l'enquête. Commençons par le monde qu'on croit connaître par cœur, le nôtre. Deux chercheurs, Gavin Schmidt et Adam Frank, ont osé poser une question que presque personne ne formule à voix haute. Si une civilisation industrielle avait prospéré sur Terre il y a des millions d'années, bien avant l'humanité, en resterait-il la moindre trace aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse silurienne. Attention, ce n'est pas une affirmation, c'est une expérience de pensée. Personne ne prétend qu'une telle civilisation a existé. La vraie question est plus retorse. Serions-nous seulement capables de la repérer si elle avait existé ? Une civilisation industrielle, ça laisse des marques. Et certaines pourraient survivre au temps qui passe. C'est ce que les chercheurs appellent des technosignatures. Les empreintes qu'aucun processus naturel ne saurait expliquer tout seul. La première piste, ce sont les anomalies isotopiques. Brûler massivement des combustibles fossiles, ça modifie la chimie des couches de roche. Exactement le genre de signature que nous sommes en train d'imprimer nous-mêmes dans les sédiments en ce moment. La deuxième, ce sont les traces physiques, des artefacts, des transformations à grande échelle du paysage. En théorie, ça se détecte. En pratique, on va y venir. Le temps n'est pas tendre avec ce genre de choses. Et la troisième, ce sont les bouleversements du climat. Un changement brusque et durable dans la composition de l'atmosphère ou dans les températures, ça se lit dans les carottes de glace et dans les sédiments, comme un marqueur indirect laissé par une activité intense. Mais voilà le vrai problème. La Terre est une planète qui efface son propre passé. D'abord, la tectonique des plaques. La croûte terrestre se renouvelle en permanence. Les roches sont recyclées, avalées, refondues. C'est une gigantesque machine à effacer les preuves. Ensuite, l'érosion. Sur des millions d'années, le vent, l'eau et les sédiments finissent par disperser ou enterrer n'importe quelle signature technologique. Ce qui n'a pas été recyclé finit noyé. Et il y a un piège plus subtil encore. Plus l'empreinte d'une civilisation est faible, plus son signal se dilue dans le bruit géologique. À un certain point, on ne distingue plus une civilisation disparue d'un simple accident naturel. Alors qu'est-ce qu'on en conclut ? Sur la base des travaux de Schmidt et Frank, la réponse est nette. Si une espèce technologique était née ici il y a des millions d'années, retrouver une preuve directe serait presque impossible aujourd'hui. Presque, le mot compte. Pas parce que ça ne s'est jamais produit, mais parce que notre planète est trop vivante, trop active pour garder ses secrets aussi longtemps. C'est là que la piste devient intéressante. Ces traces auraient plus de chances de survivre ailleurs, dans un endroit calme, figé, sans érosion ni tectonique, comme le sous-sol de Mars. Mars aujourd'hui, c'est un désert glacé battu par les radiations. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a très longtemps, entre 4,1 et 3,7 milliards d'années, dans une période qu'on appelle le Noachien, Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Et c'est ça qui change tout. Les indices sont dans les minéraux. Une météorite martienne connue sous le nom d'ALH 84001 raconte une histoire précise. Des interactions précoces avec des argiles, puis de l'olivine partiellement dissoute par de l'eau. Et surtout, des globules de carbonate déposés il y a près de 3,95 milliards d'années dans une eau neutre à alcaline entre 15 et 25 degrés. Autrement dit, de l'eau tiède, presque douce. Le genre d'environnement où la vie aime apparaître.
C'est cette même météorite qui a mis le feu aux poudres. Plusieurs indices ont été interprétés comme de possibles signatures de vie. Il y a d'abord des minéraux magnétiques, la magnétite, et des sulfures, le type de composé que certains microbes produisent sur Terre. Il y a ensuite des molécules organiques, des hydrocarbures aromatiques associés au carbonate. Et il y a enfin des structures microscopiques, des formes minuscules qui rappellent des bactéries fossilisées ou des biofilms. Vus au microscope, on aurait juré des fossiles. Sauf que la communauté scientifique a passé ses preuves au crible, et une à une, elle les a fait tomber. La magnétite, elle peut naître sans aucune vie, par simple décomposition thermique des carbonates lors d'un impact violent. Les fameuses structures microscopiques, jugées trop petites pour abriter un organisme viable. Les biofilms, contaminés. La météorite a séjourné en Antarctique et des micro-organismes bien terrestres se sont invités dans l'analyse. Et les molécules organiques? Elles pourraient être exogènes, tombées du ciel avec la matière des astéroïdes, plutôt que produites par une vie martienne. Ajoutez à ça une atmosphère perdue et des radiations qui balaient la surface, et vous comprenez pourquoi lire ces indices sans ambiguïté relève du casse-tête. Où en est-on vraiment? Les minéraux disent que Mars a été habitable. Mais aucune preuve directe et acceptée de vie ancienne n'a été confirmée à ce jour. Le cas ALH 84001 reste controversé. Et pourtant, on lui doit beaucoup. C'est lui qui a fait naître l'astrobiologie moderne et forcé les scientifiques à définir ce qui compte vraiment comme signature de vie. Le consensus aujourd'hui, c'est que les météorites ne suffiront pas à clore le débat. Pour trancher, il faudra aller chercher les roches sur place et les ramener. Un retour d'échantillons martiens analysés en laboratoire. La seule méthode capable de dire un jour oui ou non. Et puis, il y a Vénus, la plus troublante des trois. Aujourd'hui, c'est un enfer. 750 Kelvin en surface, soit de quoi faire fondre le plomb, et une pression 90 fois supérieure à la nôtre. Le dernier endroit où l'on irait chercher la vie. Et pourtant, certains modèles récents racontent une toute autre histoire. En s'appuyant sur la topographie relevée par la mission Magellan, des simulations climatiques en 3 dimensions suggèrent que Vénus aurait pu être le tout premier monde habitable du système solaire. La condition ? Une rotation lente, supérieure à 16 jours terrestres et un océan primordial peu profond. Réunissez ces deux ingrédients et Vénus aurait pu rester tempérée et vivable jusqu'à il y a 715 millions d'années. Certains chercheurs vont plus loin. Vénus et la Terre auraient des marées presque identiques, avec de l'eau liquide et des côtes. Qu'est-ce qui plaide pour cette Vénus clémente ? D'abord la stabilité. Malgré un soleil plus agressif qu'ici, certains modèles laissent Vénus habitable pendant des milliards d'années grâce à son orbite et sa rotation. Ensuite, un refuge. Si la vie est née dans ces océans anciens, elle a pu migrer vers le seul endroit encore vivable quand la surface est devenue infernale, les nuages. Là-haut, l'environnement reste aqueux, acide, mais tempéré. Une niche possible pour survivre. Et enfin, un indice chimique qui a relancé toute l'affaire, la détection de phosphine dans l'atmosphère. Sur Terre, cette molécule est souvent liée au vivant. Sa présence sur Vénus a électrisé la recherche. Mais les objections sont lourdes. Premier coup dur, certains modèles sophistiqués affirment que les océans ne se sont jamais formés. Dans ce scénario, un effet de serre précoce aurait cuit Vénus dès le départ. Et toute la belle histoire tombe. Deuxième problème, la phosphine elle-même. Sa présence est contestée et son origine biologique n'a rien de prouvé. Le volcanisme actif pourrait suffire à fabriquer cette chimie étrange sans le moindre microbe. Et le coup le plus dur vient de la géochimie. En étudiant la perte d'oxygène et le dégazage de l'argon, on obtient un chiffre glaçant. Seulement 0,4% des modèles collent à l'atmosphère qu'on observe réellement aujourd'hui. La fenêtre pour une Vénus habitable devient minuscule. Alors, Vénus, paradis perdu ou enfer originel ? La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Son histoire reste une énigme, et c'est justement ce qui la rend précieuse. Vénus nous montre où s'arrête la zone habitable
autour d'une étoile comme le Soleil. Comprendre ce qui l'a fait basculer, c'est comprendre la frontière entre un monde vivant et un monde mort. Pour trancher, il faudra descendre. Des missions capables de plonger dans son atmosphère profonde. Elles seules diront si la phosphine est le fantôme d'une vie microbienne ou juste le souffle d'un volcan. 3 mondes, 3 enquêtes, et à chaque fois le même mur. Sur Terre, une civilisation nous aurait précédés, que sa trace serait probablement effacée. Sur Mars, l'eau était là, mais la preuve du vivant nous échappe encore. Sur Vénus, un paradis a peut-être existé le temps d'un souffle avant de disparaître dans les flammes. Aucune de ces 3 planètes ne nous a livré de preuves. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. Nous ne disons pas qu'il n'y a jamais eu de vie avant nous. Nous disons que nous ne savons pas encore la voir. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux. La réponse n'attend pas dans les étoiles lointaines. Elle dort peut-être sous nos pieds, dans une roche martienne ou dans un nuage vénusien. C'était Spatiovita, votre commandant spatial personnel. Toutes les sources sont en description, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Si cette question vous a fait lever les yeux, abonnez-vous, on a d'autres mondes à explorer ensemble. À bientôt là-haut!